Priorité Santé, Diarra Ndiaye. Bonjour à toutes et à tous. Le changement est une évolution qui nous concerne tous. Nous souhaitons en permanence changer des choses dans notre vie, arrêter de fumer ou de boire, faire du sport, être plus attentionné envers sa famille ou ses collègues. La folie, disait Albert Einstein, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Cette phrase résume bien la nécessité d'envisager le changement si on souhaite pour soi une vie différente. Mais alors, pourquoi veut-on changer ? Comment y parvenir ? Comment devenir la personne qu'on désire incarner ? Peut-on changer durablement ? Pour tenter de répondre à ces questions, je suis en compagnie du docteur Guillaume Font, médecin psychiatre à Paris et chercheur à la Fondation Fondamentale, auteur également de l'ouvrage « Je fais de ma vie un grand projet » aux éditions Flammarion. Et durant l'émission, nous retrouverons aussi au Bénin Prosper Gandao, professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou. Et en fin d'émission, la chronique de notre nutritionniste Stéphane Besançon. N'hésitez pas à nous appeler, le numéro de Priorité Santé 33 1 80 82 75 75. Priorité Santé sur RFI. Bonjour docteur Guillaume Font. Bonjour. Alors, dans votre livre « Je fais de ma vie un grand projet », vous donnez des conseils pour changer nos vies. C'est très intime, un changement de vie. Est-ce que ces conseils généraux peuvent s'appliquer à tout le monde ? Alors, moi, j'invite tout le monde à faire le test. En fait, le but de ce livre, c'est vraiment de s'entraîner à changer. C'est-à-dire, on fait des petits changements au début, des petits pas. C'est très important de ne pas être trop exigeant avec soi-même et surtout pas trop impatient. Souvent, les personnes qui souhaitent changer souhaitent vraiment des bouleversements, des grands bouleversements. Ils ne se laissent pas le temps, en fait. Il faut d'abord semer des graines pour en voir les fruits plus tard. Est-ce que tout le monde est prédisposé à ce changement ? Bien sûr, en fait, la vie, c'est un entraînement au changement. Et en fait, si on y regarde bien, c'est une sagesse bouddhiste. Ce qui crée de la souffrance dans la vie, c'est la résistance au changement. C'est quand on n'accepte pas ce qui est en train de changer ou que soi-même, on désire contrôler et que ça crée de la souffrance. Et à quel moment on doit sentir alors qu'il faut changer ? Alors, c'est très simple. Généralement, on a des perturbations mentales qui apparaissent quand on est dans une situation qui ne nous convient pas, qui ne correspond pas à ce que l'on souhaite incarner. Donc, il faut d'abord, la première étape, observer ces perturbations mentales. Donc ça peut passer par la méditation et ou la pleine conscience. La pleine conscience, c'est simplement apporter toute son attention à ce qu'on est en train de faire, au moment où on est en train de le faire. Donc il faut s'écouter soi-même finalement. Exactement, apprendre à s'observer. C'est la première étape, c'est 50% du travail, l'auto-observation. Justement, par notre première étape, le changement, ça ne s'improvise pas. Et pour augmenter nos chances de réussite, il faut trois grandes étapes que vous expliquez, qui commencent par une préparation physique. C'est quoi cette préparation physique, docteur ? Alors l'idée, c'est que nous avons 4 ressources. On a l'énergie, le temps, l'argent et les pensées. Ces 4 ressources, elles ne sont pas inépuisables. On en a un stock en début de journée qu'on va dépenser tout au long de la journée. Et la question, c'est où est-ce que j'investis ces 4 ressources ? Donc notamment, moi je me concentre beaucoup sur l'énergie et les pensées, ainsi que sur le temps aussi, mais plus dans un second temps justement. Et la question, c'est comment je peux faire pour avoir le maximum d'énergie et les pensées les plus utiles pour moi, pour m'aider dans ce changement. Et donc je donne des conseils pour ça dans le livre, très concrets, à appliquer tous les jours et surtout à tester. Je demande aux gens de faire l'expérience eux-mêmes et de tester si ça marche ou pas pour eux, parce qu'il y a des preuves scientifiques que ça marche, mais chacun doit faire sa propre expérience. Alors avant de rentrer dans le détail justement de cette préparation physique, vous aviez justement mentionné à l'instant la méditation. Je vous propose d'écouter ce témoignage recueilli par Raphaël Constant qui parle justement de méditation. On va dire que je suis allé à la rencontre des différentes sources d'énergie directes dans le corps. Donc on va avoir la respiration, on va avoir la méditation, on va avoir l'alimentation, on va avoir le sommeil et le sport. Il me semble pour moi que méditer, c'est s'accorder un temps pendant lequel on n'est plus totalement actif comme on l'est dans notre quotidien, mais un temps dans lequel on prend un tout petit peu de recul, pendant lequel on se met un tout petit peu en retrait de ce que l'on est un petit peu habituellement. Pour accéder à la méditation, dans cette école, on utilise beaucoup les exercices de respiration, ce qu'on appelle le pranayama dans le yoga, pour se préparer, se conditionner au travail de méditation. On travaille autour des sensations, commence à observer. Est-ce que là aujourd'hui j'ai des douleurs ? Est-ce qu'il y a des zones dans mon corps qui sont plus ou moins agitées ? Dans mon environnement extérieur et mon corps physique, comment est-ce que je me situe ? C'est faire un petit point juste là-dessus. Et puis une fois qu'on constate ça,
on rentre un petit peu vers l'intérieur. On va observer nos pensées. Soit on observe des pensées qui vont être ce qu'on appelle des pensées déconnectées, c'est-à-dire je pense à quelque chose, hop, et ça disparaît. D'un autre côté, il peut y avoir des pensées qui vont nous happer. Un champ de pensées qu'on va appeler des pensées connectées. Et puis, à un moment donné, à force de pratique dans la méditation, on va essayer de revenir et se dire « je me suis fait happer ». Sans se dire c'est bien, c'est mal, mais juste constater qu'on s'est fait happer par ces pensées-là. À ce moment-là, on a un son qui nous a été transmis, ce qu'on appelle un mantra. On prononce ce mantra dans notre tête, et en prononçant ce mantra-là, on ne va pas lutter contre ces pensées connectées, on va juste se mettre comme un petit warning. Et donc on essaie de revenir à un état de je réobserve à nouveau, je remets en jeu mon observation dans mes différentes pensées. Et la force, entre guillemets, de la méditation, c'est d'être capable, non pas de dire c'est bien ou c'est mal, c'est juste être capable de relever et de noter ce qui est en train de se passer. Et à force de pratiquer, on se rend compte que ce flux de pensée, ou déconnecté ou connecté, on arrive à devenir nous un champ, comme si en fait on était traversé par ça, mais pas forcément atteint par le contenu de ce qui s'y passe. Et comment la méditation a changé votre quotidien ? J'essaie de démarrer la journée avec une pratique de yoga complète. Je fais un petit peu d'exercice physique, des techniques de respiration, et ensuite je termine par une méditation. Le temps de méditation est d'une 20aine de minutes par jour. Alors moi maintenant, aujourd'hui, je médite 2 fois par jour, donc ça fait 40 minutes de pratique. Ce que ça m'a amené de plus, je crois que c'est l'augmentation de mes capacités d'observation. Observer une relation complexe entre certains danseurs et comment est-ce qu'on peut parvenir à la résoudre ou à l'aider, observer une douleur physique qui va nous gêner mais avec laquelle on doit fonctionner. Donc c'est essayer de prendre un tout petit peu de recul sur plein de situations qu'on va vivre dans le quotidien. Et prendre ce recul-là amène à apprécier en fait ce qui est en train de se passer. Et l'observation qui m'a été faite par mon partenaire avec qui je gère ma compagnie, c'est qu'il a vu très clairement une différence dans ma façon de danser. Donc là, ça fait 5 ans que je pratique, il me l'a noté au bout de 2 ans, sur une qualité de mouvement un petit peu différente et sur une attaque de mouvement un petit peu différente. Ce que je ressens moi aujourd'hui, c'est que j'ai moins la nécessité ou l'envie de passer par la force, le côté ultra musculaire, etc. Ça peut passer justement par le relâchement, etc. Et j'ai constaté, et j'essaye depuis quelques temps, avant un spectacle par exemple, très souvent de méditer entre les 1/4 d'heure et 5 minutes avant de rentrer sur scène. Et au niveau de votre santé, est-ce que vous avez vu un changement physique ou mental au fur et à mesure de ces années de pratique de méditation ? Oui, c'est une réforme un petit peu globale de mon hygiène de vie, mais oui, donc moi ça fait 12 ans que je suis danseur professionnel et j'ai des problèmes de genoux. Depuis que je pratique la méditation, ces problèmes de genoux vont beaucoup mieux. Alors oui, j'attribue une part de cette amélioration à la pratique de la méditation. En termes de santé mentale, quand tu te retrouves dans une situation de création, tu sais pas, t'es un peu perdu, les idées s'embrouillent, etc. Et je vois que ça m'aide à trouver un petit peu de clarté et à apprécier même la difficulté. Mais soit c'est trop et je reste à ce niveau-là et je me laisse bouffer par ça, ou soit je me dis, je peux prendre du recul par rapport à cette situation de surcharge, de gérer ça sans se laisser manger justement par ces choses-là ou dépasser par ces choses-là. Je crois que c'est ça que ça m'a amené, moi, la méditation. Alors, docteur Font, une réaction par rapport à ce témoignage autour de la méditation, l'importance de la méditation. Un témoignage fabuleux et très inspirant, vraiment. Gratitude pour ce témoignage. La méditation a des effets sur le cerveau, mais qui ne sont pas immédiats. Donc, c'est vraiment la répétition de la pratique qui génère les fruits. Donc, c'est vraiment l'exemple parfait d'une pratique qui va petit à petit transformer nos vies avec patience. Mais j'ai noté aussi qu'il n'y a pas que la méditation dont on a parlé, parce qu'on a parlé aussi de la respiration, on a parlé du sommeil, du sport, de l'alimentation, et je pense que tous ces facteurs sont très importants, et c'est pour ça qu'on en parle dans le livre aussi, et surtout qu'on en parle avec des choses précises, concrètes, c'est-à-dire que généralement, on a des exemples généraux en disant il faut mieux manger, il faut faire du sport, mais en fait, comment ? Quelle est la toute première étape que je peux mettre en place dans la journée, et c'est de ça dont je parle dans le livre. Souvent, vous parlez justement de commencer par l'alimentation. Oui.
Pourquoi commencer par l'alimentation? Alors pour moi, c'est la base de tout. Alors une fois, je l'ai proposé à une patiente et elle a fondu en larmes en me disant: «Vous voulez m'enlever ma dernière source de plaisir», et là je me suis dit: «Zut, je me suis trompé de cible, j'aurais pas dû commencer par là». Alors ça, c'est, en fait, il ne s'agit pas de se priver, il s'agit de garder une alimentation qui est une source de plaisir. Il faut se rappeler aussi qu'on mange parce qu'on a faim, et c'est ça le plaisir, c'est de combler la sensation de faim. Souvent, on est déconnecté de ça. Et donc la pleine conscience, ça permet aussi de se recentrer sur l'acte sacré de se nourrir, tout simplement. Donc on peut manger en pleine conscience, c'est-à-dire manger sans télévision, sans distracteur, sans téléphone, parce qu'on voit beaucoup de familles, souvent où chacun est sur son écran, où il y a les actualités, ou voilà, et puis on se parle plus, et puis voilà. Et donc en fait, remettre un peu de sacré dans l'acte de se nourrir et de choisir ses aliments. Alors de façon très concrète, moi je donne quelque chose d'assez simple, parmi d'autres conseils, c'est essayer de se nourrir des choses les plus non transformées possibles. C'est-à-dire, l'idée, c'est qu'en fait, il y aurait une espèce de source vitale dans les aliments, et que plus les aliments sont conservés et transformés, et plus on perd cette source vitale. Et puis de façon très concrète, biochimique, en fait, quand on les transforme, souvent on les enrichit en graisses saturées et en sucre, et ça diminue l'énergie. L'erreur, c'est de penser qu'en mangeant plus calorique, on va avoir plus d'énergie, alors qu'en fait, la digestion consomme de l'énergie. Donc en fait, l'idée, c'est plutôt au contraire de mieux choisir ses aliments, notamment dans la journée, de manger beaucoup plus léger, comme des salades par exemple. Moi je recommande, je suis très très fan des salades vertes. Ça, j'en parle beaucoup dans le livre, et de toute façon très concrète, il y a des recettes aussi, hein. Et ça permet d'avoir une meilleure concentration, une meilleure énergie. Il y a certaines études qui recommandent carrément le jeûne, diminuer les apports. Est-ce que ça peut aider à cette préparation physique avant d'amorcer le changement, justement? Alors ça, j'en avais parlé avec Michel Simès et Marina Carrère d'Ancos, on a abordé ça. Il y a des études, j'ai publié une revue de la littérature avec des collègues allemands, en fait, sur les effets du jeûne sur la santé psychique. C'était la première fois qu'on faisait ce travail. Et il est démontré qu'en fait, avec certaines formes de jeûne, on peut avoir en 48 heures une amélioration de la concentration, de l'anxiété et de la dépression. Alors, il faut faire très attention, parce que le jeûne, c'est pas neutre sur le plan biologique, donc il faut être sûr de ne pas avoir de problème de santé, de ne pas faire ça n'importe comment. Donc j'explique dans le livre les différents types de jeûne et pour qui c'est indiqué. Et puis surtout, il faut en faire l'expérience. Moi, celui que je pratique le plus, c'est le jeûne intermittent. Donc en pratique, ça veut dire mettre son intestin au repos entre 12 à 16 heures par jour. Donc le plus simple, en fait, généralement, c'est de ne pas prendre de petit déjeuner. Alors là, j'ai passé des vacances en famille, et ma belle-sœur... Alors souvent, on recommande justement de ne pas sauter le petit déjeuner. Alors voilà, justement, ma belle-sœur, important. on a parlé à ma mère en disant, mais Guillaume a une alimentation un peu bizarre quand même, il mange pas le matin, puis après, voilà, donc ça se reprend. Alors en fait, c'est parce que, ça j'en ai beaucoup parlé, parce que quand je travaillais en clinique, je prescrivais des régimes spécifiques à mes patients, pas des régimes pour perdre du poids, mais des spécificités alimentaires. Et j'étais très choqué de voir qu'on proposait les tartines beurrées à la confiture, ce qui pour moi est le pire orage inflammatoire qu'on puisse donner à notre estomac le matin. Alors certes, c'est bon, mais parce qu'on est habitué à ce genre de plaisir. Et l'idée, c'est pas de s'en priver, mais simplement de peut-être pas amener ça en premier à son corps le matin. Alors, on va prendre un auditeur en ligne, parce qu'ils sont nombreux à vouloir témoigner autour de cette transformation du quotidien. On va prendre en ligne Adama, qui nous appelle du Mali. Adama, bonjour. Oui, bonjour, madame. Adama, on vous écoute. Oui. Bon, pour moi, je fume il y a à peu près 10 ans et j'aimerais arrêter. J'ai tenté plusieurs fois d'arrêter, mais franchement, j'arrive pas. Donc, en écoutant votre émission, je demande de l'aide. Qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse arrêter définitivement? Alors Adama, vous dites que vous avez essayé à plusieurs reprises, vous avez tenté les médicaments pour arrêter de fumer? Oui, j'ai tenté les médicaments traditionnels chez nous. Franchement... Et ça n'a pas fonctionné? Non, quand je prenais, je vomissais, et puis un jour, je n'ai plus envie, mais après, je recommence. Et vous n'arrivez pas à arrêter pendant combien de temps? Bon, je peux arrêter 1 mois, 2 mois. La dernière fois, j'ai arrêté, ça faisait à peu près 1 année. Mais après, je suis retombé dans le fléau. Franchement, je ne comprends plus qu'est-ce qu'il faut faire pour arrêter définitivement. Une dernière question. Adama, quand vous parlez de médicaments traditionnels, vous parlez d'un tradipraticien qui vous a donné des médicaments pour arrêter de fumer. Et ça n'a pas marché.
c'est ça. J'ai pris, j'ai vomi, j'ai fait 1 jour, 2 jours, je n'avais plus envie de fumer, mais après, j'ai commencé. Merci Adama. Alors, docteur Font, qu'est-ce qu'on peut conseiller à Adama qui a tenté la médecine traditionnelle pour arrêter de fumer? Ça n'a pas fonctionné, ça fait 5 ans qu'il arrête de fumer. Alors, souvent, on se rend compte qu'il y a un point commun, et ça, je pense qu'on va l'aborder au cours des questions qui vont m'être posées ce matin. L'erreur, c'est de se tromper de cible dans le changement. Souvent, la première question que je pose à quelqu'un qui vient me voir en disant j'ai envie d'arrêter de fumer, c'est quelle est votre motivation pour arrêter de fumer? Souvent, on me dit, alors c'est parce que ça coûte cher, c'est parce que mon entourage me dit que ça sent pas bon, ou que c'est pas bon pour la santé, c'est pour vivre plus vieux. Voilà. Mais en soi, souvent, c'est pas la vraie valeur. Alors, c'est quoi la valeur d'un individu? La valeur, c'est pas de dire c'est bien ou c'est mal. Ça, on l'a vu pour la méditation. Justement, une des bases dans le livre que j'aborde, c'est d'arrêter de se juger. Il faut avoir de la compassion pour soi. Ça, c'est un message très important. Il faut parfois aussi se foutre la paix, se lâcher la grappe. Et c'est le meilleur moyen de changer. D'arrêter d'être trop exigeant et d'être dans la bienveillance envers soi-même avant tout. Et donc pour la question du tabac, ce qui serait très intéressant, c'est aussi de regarder la question de la rechute. À quel moment on refume la première cigarette? Et donc si on pratique la pleine conscience et la méditation, par exemple, comme on l'a vu dans le reportage, on peut augmenter ses capacités d'observation. Et donc on est beaucoup plus attentif à ce qui se passe. Et souvent on se rend compte que dans le processus de l'addiction, c'est souvent qu'on associe des personnes ou des situations à un comportement. Et donc ça, c'est ce qu'il y a de plus pernicieux, parce que parfois, il y a des personnes avec qui on aime fumer, boire, voilà, ou des lieux dans lesquels on aime fumer, boire, ou alors c'est pendant le travail, à la pause. Et donc, une des meilleures stratégies pour renoncer sur le long terme à la cigarette ou à d'autres choses, c'est vraiment de prendre conscience et d'augmenter ça dans son esprit, que la cigarette devient un obstacle à ce que l'on souhaite vraiment faire. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on souhaite vraiment faire de sa vie? Et pour ça, il faut trouver sa mission de vie. Ça, c'est une des choses que Donc j'aborde. c'est d'abord la volonté Oui. personnelle d'arrêt de cette cigarette, parce qu'ils sont nombreux, hein. Beaucoup de gens qui nous écoutent certainement veulent arrêter Bien de sûr, fumer. bien Donc sûr. c'est d'abord la volonté en numéro 1. Alors, en fait, je ne cite pas la volonté, parce que souvent, justement, beaucoup de personnes qui sont non-fumeuses ou qui ont arrêté disent que c'est une question de volonté. C'est pas aussi simple que ça, parce que la volonté, c'est une des ressources que l'on a, effectivement, et on peut pas avoir des ressources inépuisables de volonté. On n'est pas tous égaux en termes de volonté. Et par contre, on a tous un capital volonté au début de la journée. Donc, quand on souhaite mettre en place un changement, moi, ce que je recommande, c'est déjà de le faire en début de journée, si on souhaite changer un comportement, quelque chose. Souvent, pour le fumeur, c'est la première cigarette qui est la plus importante, par exemple, parce que c'est celle qui sort du sevrage de la nuit. Donc c'est qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma journée qui est plus important pour moi et qui a plus d'impact que de fumer une cigarette. Et puis on remplace toutes les cigarettes par ça. Et notamment on peut remplacer ça par des instants de méditation, par de la respiration ou par autre chose qui apporte plus de sens dans ce que l'on Il y fait. a Adama qui a tenté par exemple le sport et d'autres médicaments en Mhm. complément. Est-ce que c'est recommandé d'après vous? Alors les médicaments ont montré leur efficacité. Alors je connais pas ceux dont Adama a parlé, Il parle de mais médecine traditionnelle, donc voilà, je c'est pense ça. qu'il a dû aller voir des tradipraticiens qui lui ont Mm. donné des plantes Donc je ne pour connais arrêter. pas l'efficacité de ces plantes-là. Par contre, en allopathie, nous avons des traitements efficaces, les substituts de nicotine et d'autres médicaments comme le Champix, le Ziban, qui ont aussi montré leur efficacité, mais qui ont des effets secondaires. Souvent, ce sont des aides au sevrage, mais c'est pas ça qui va supprimer la dépendance psychologique. Et ça, c'est la dépendance la plus compliquée, parce qu'on est sevré en quelques jours du tabac seulement. Donc Adama, Oui, vous nous entendez? Adama, est-ce oui, que le docteur Font a répondu à votre question? oui, moi, je suis très satisfait. Merci beaucoup. Merci Adama. On va prendre un autre auditeur en ligne qui nous appelle cette fois de Cotonou, au Bénin. Nestor, bonjour. Allô Nestor? Nestor ne nous entend pas. On va continuer de discuter autour de ce changement, transformer son quotidien. C'est pas simple, hein, mais la première étape dont on parle, c'est-à-dire la préparation physique, combien de temps elle dure? Alors, il n'y a pas de calendrier universel. En fait, chacun avance à son rythme et justement, en respectant son rythme, en apprenant à se connaître, c'est ça ce qui est le plus important, c'est de ne pas griller les étapes. Donc, la patience avant tout. On est en train de parler de changements qui vont s'étaler sur plusieurs mois, hein. On n'est pas en train de parler de quelques heures ou quelques jours. Et souvent, on veut le changement justement rapidement. On veut Voilà, tout de suite. exactement. Et sans effort, bien sûr. Et sans effort. Voilà. Et donc, ce que je propose en fait dans le livre, c'est de commencer par des étapes de 21 jours. Alors pourquoi
21 jours, c'est parce que dans les changements, on a démontré que si on change quelque chose 21 jours d'affilée, alors j'insiste sur le d'affilée, hein, c'est Donc il ne faut pas consécutif. s'arrêter, 21 Si jours. on repasse à l'ancien comportement un jour, on repart à 0 dans le décompte. Donc ça, c'est très important. Et quand on fait ça, en fait, donc on peut tenir un journal, hein, par exemple, si c'est un comportement très spécifique. Là, on est en train de parler de choses assez superficielles parce que souvent, les questions sont beaucoup plus profondes. Si je veux changer de vie, ma vie professionnelle ne me satisfait pas, j'ai peur du changement. Enfin, voilà, c'est des questions qui sont beaucoup plus difficiles à appréhender. La question du comportement concret, je veux faire du sport, je veux arrêter de fumer, au moins, c'est quelque chose d'assez pragmatique. Et dans ces cas-là, en fait, donc on fait ces 21 jours et on revient à 0. Et quand on revient à 0, c'est normal de faire des allers-retours. Mais Voilà. justement, cette C'est ça question de qui- l'échec, on a tous essayé d'arrêter de fumer, de commencer des régimes, d'arrêter. On a souvent échoué, c'est souvent décourageant. Comment on fait pour faire face à ces échecs répétés, justement? Alors, l'échec n'est pas le contraire de la réussite, il en fait partie. Ça, c'est très important. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des leçons. Donc, en fait, un Donc ne échec... pas se décourager, autrement dit. Tout à fait. Alors, en même temps, je dis à la fois ne pas se décourager et abandonner l'espoir, hein. C'est-à-dire que, pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est que tout est parfait ici et maintenant, comme ça, en fait. Donc, il faut prendre conscience que quand on gagne, on perd, quand on perd, on gagne. Donc, tout est équilibré. Et souvent, quand on voit les aspects négatifs d'une situation, c'est qu'on voit pas les côtés positifs. Et inversement, on est dans l'illusion que les choses sont déséquilibrées alors qu'elles sont équilibrées. La question, c'est ensuite, qu'est-ce que nous, on souhaite incarner dans ce monde-là? Et quand on est connecté à ce qui est vraiment important pour nous, là, il n'y a plus de problème, généralement, plus d'obstacles au changement. Alors, docteur, un auditeur nous appelle de Ouagadougou au Burkina, c'est Adams. Adams, bonjour. Oui, bonjour madame, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Merci, on vous écoute. Ben voilà, moi j'ai un gros souci, j'ai fait une addiction au jeu de hasard. Ça fait pratiquement 15 ans. Voilà, je fumais, je suis arrivé à arrêter, je buvais, je suis arrivé à arrêter. Mais là, j'ai un gros souci avec le jeu. Et là, ça me crée énormément de problèmes. Parce que je suis entrepreneur privé, je m'en sors pas mal dans la vie. Mais je me pose la question tous les jours, qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Et je suis arrivé à un point aujourd'hui où j'ai peur à un certain moment de perdre ma petite famille. J'ai des enfants que j'envoie dans de bonnes écoles. Je me demande du jour au lendemain si je n'arrive plus à assumer qu'est-ce qui va se passer. Et vraiment, c'est pénible, quoi. Et je me pose des questions si c'est une maladie ou je ne comprends rien du tout, en fait. Alors, Adams, Voilà. vous avez tenté d'arrêter cette addiction au jeu de hasard, mais vous avez tenté par quel moyen? Mais voilà, la fois où je suis arrivé quand même à tenir pendant 2 années sans jouer, c'est lorsque j'ai eu un contrat hors de la capitale, où c'était carrément hors du pays même. Mais à l'endroit où j'étais, il y avait également des salles de jeu et tout ça, mais je n'y ai jamais joué, quoi. J'ai pu tenir pendant 2 années, sinon plus. Et c'est quand je suis revenu, je ne sais pas, un jour encore, j'ai eu l'envie comme ça d'aller, voilà. Et ce jour-là, je me suis dit, voilà, je vais tout juste essayer pour voir si maintenant je peux me contrôler. Et je suis retombé encore là-dedans, quoi. Et vous avez déjà consulté quelqu'un par rapport à cette addiction, Adams? Non, j'ai pas consulté. Alors, docteur Font, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Adams qui a une addiction, visiblement, au jeu de hasard? Alors, il y a beaucoup de choses qu'on peut conseiller. C'est une question complexe, hein, qui souvent nécessite plusieurs séances et plusieurs mois de suivi Donc, de consulter thérapie. d'abord? Alors, en fait, le but du livre Je fais de ma vie un grand projet, c'est vraiment d'aborder tout ce qu'on peut faire avant d'aller consulter. Donc, justement, moi, ce que je voulais avec ce livre, c'était vraiment pouvoir aider le maximum de personnes à la maison, directement, parce que souvent, c'est compliqué d'aller voir un psy. On dit, ah, c'est pour les fous, ou alors on n'en a pas, ou alors ça coûte cher. Enfin, voilà. Donc, je voulais vraiment pouvoir aider le maximum de monde. Et par contre, ça ne suffit pas toujours. Parfois, on a besoin d'autrui. On a tous des exemples dans nos vies de personnes qui ont été inspirantes, qui nous ont aidés. Et quoi de mieux qu'un psychothérapeute aussi pour nous guider, nous expliquer et voir les enjeux sous-jacents. Alors là, ce que je peux donner comme piste pour l'instant à Adam, c'est
La question en fait du vide. C'est-à-dire quand on a une addiction qui arrive comme ça, souvent c'est un divertissement. C'est-à-dire que ça nous permet de ne pas regarder d'autres problèmes en face. Donc, l'addiction arrive dans une vie qui a un vide et une peur, une angoisse. Donc, j'aborde dans le livre les 7 peurs Pourtant, il a un fondamentales. travail, Adam, s'il dit qu'il gagne bien sa vie. Bien il a sûr, un alors quand je travail. parle de vide, c'est pas un vide en termes de vie. Le travail est un divertissement aussi, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans le mot travail, on peut vivre des choses complètement différentes les uns des autres. On a tous fait l'expérience, je pense que vous et moi, on a la chance d'avoir un travail qui nous passionne, et ça, c'est vraiment un cadeau, c'est une gratitude, mais on peut tous se construire un travail qui nous passionne, quel que soit le travail. J'en ai parlé avec de nombreuses personnes, de nombreux patients, de nombreux amis. Tout travail peut devenir inspirant à partir du moment où on incarne, nous, ce que l'on souhaite dans notre travail. On peut chérir les autres et prendre soin des autres dans notre travail. Le travail, c'est important. Et Adams parlait d'une situation géographique. Il a arrêté 2 ans pendant 2 ans parce qu'il était loin de la capitale. Voilà, c'est ce que j'abordais tout à l'heure sur la question de la cigarette, c'est la question du lieu. En fait, on associe souvent un comportement à un lieu ou à des personnes. Donc c'est là la 3e étape qu'on abordait en début d'émission, c'est changer son entourage, inspirer son entourage. Et ça, c'est une partie qui est compliquée parce que souvent, on m'explique, j'en parlais encore avec mon voisin il y a 2 semaines, il me dit oui, mais changer, ça veut dire aussi que les autres vont plus forcément nous reconnaître ou qu'ils vont peut-être plus accepter ou ils vont nous dire mais pourquoi t'es comme ça, c'était mieux avant. Enfin, ça, c'est des réactions classiques en fait. Notre entourage ne nous tire pas toujours vers le haut et ça peut faire mal, ça peut être douloureux de prendre conscience de ça. Merci pour ce témoignage, Adams. On va faire une petite pause musicale avec Have a Little Faith de Blue Dendo Kent Booth. Have a little faith in the one you love. Oh, baby, you love. Have a little faith in the one you love. You know the days are so cold and the nights are so long, and I just need this little woman who I could call my very own. But some of her friends told her bad things about me, and I just need this little woman to believe in me and have a little faith, oh woman, baby. Have a little faith that it's alright. Please. You know I went to her house on a Sunday afternoon. I took one look at that woman's face, and don't you know that everything was cloudy. She said she had a call from someone that she knew. They told her bad things about me, and I knew it would be so. Have a little faith. Priorité santé se poursuit. On est toujours en compagnie du docteur Guillaume Font, médecin psychiatre à Paris, auteur de l'ouvrage « Je fais de ma vie un grand projet » aux éditions Flammarion. Et nous rejoignons au Bénin professeur Prosper Gandao, professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou. Bonjour professeur. Bonjour. Alors, professeur, quels sont les motifs de consultation les plus courantes au Bénin? En psychiatrie, les motifs de consultation les plus courants sont les pathologies psychiatriques. Mais en ce qui concerne les mauvaises habitudes, c'est l'alcoolisme, le tabagisme. On a entendu tout à l'heure justement le témoignage d'un jeune malien qui était addict à la cigarette. On parle depuis le début de l'émission de changement. On a un auditeur en ligne qui souhaite avoir des conseils sur la prise de décision. Professeur Gandao, je vous propose d'écouter Mariam. Mariam, bonjour, elle nous appelle de Guinée. Allô Mariam ?
Allô, Mariam ? Bon, Mariam ne nous entend pas. Alors, professeur Gandao, je me permets de poser la question de Mariam qui nous demande comment faire pour prendre des décisions. Elle a 35 ans et elle se pose des questions autour de la prise de décision. Elle n'arrive pas à prendre des décisions. Elle demande souvent à ses proches, finalement, de prendre des décisions à sa place et elle aimerait changer. Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller ? Ça dépend de ce qu'elle veut changer. Par exemple, si c'est une décision par rapport à l'alcool ou bien au Alors, tabac. elle nous précise que c'est pour récolter, par exemple, de l'argent. Elle ne sait. Et une fois qu'elle a l'argent, elle ne sait plus quoi faire de cet argent. Elle manque de courage, dit-elle, pour utiliser cet argent. Elle est perdue. À ces conditions, effectivement, il faut certainement interroger son éducation. Est-ce que dans l'éducation, elle n'est pas trop brimée? Est-ce qu'on lui a permis de prendre des initiatives plus jeunes? Mais toujours est-il que si elle en parle, c'est parce que ça lui pose problème. Et si ça lui pose problème, elle veut s'en débarrasser. Alors, qu'est-ce qu'elle souhaite? Ça fait partie de l'une des raisons, des questions qu'on va lui poser. Qu'est-ce qu'elle veut? Commencer timidement ou bien brutalement? Si oui, qui l'amène à ne pas prendre les décisions? Est-ce qu'elle s'est posé les questions de savoir pourquoi elle ne prend pas les décisions? Et dans quelles conditions elle arrive à prendre des décisions? S'il y a des conditions dans lesquelles elle arrive à prendre des décisions, il faut lui faire noter ces conditions et voir qu'est-ce qui a favorisé cette prise de décision et qui dans d'autres situations ne permettent pas. Est-ce qu'il n'est pas possible de voir les prises de décision, de comparer l'environnement avec les moments de non-prise de décision pour pouvoir travailler avec elle par rapport à ça? Savoir que les progrès sont progressifs. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'elle va changer. Il faut qu'elle commence donc par noter. Nous les amenons à noter avec précision, ouvrir un carnet pour savoir aujourd'hui j'ai pu prendre une décision, demain j'ai pas pu prendre, hier j'ai pas pu prendre. Quelles sont les conditions environnementales qui ont permis la prise, voir les progrès, voir les décisions à prendre par rapport à ce progrès. Se fixer un objectif. L'objectif, c'est pouvoir prendre des décisions, pouvoir utiliser mon argent à bon escient et petit à petit, commencer par voir les petits gains, se fixer d'abord un objectif primordial, c'est-à-dire prendre des décisions, et de petits objectifs pour arriver à prendre cette décision. Alors, docteur Font, juste pour compléter le propos du professeur Gandao sur cette décision de prendre des décisions, c'est quand même important. Elle a 35 ans. Mariam, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter à ce niveau-là? Alors, je rejoins complètement les propos de mon collègue et j'ajouterais aussi pour Mariam que choisir, c'est renoncer. Et une des grandes leçon de notre existence, de notre vie, c'est que nous avons à faire des choix en permanence. On fait un choix dès qu'on se lève le matin, on fait un choix quand on s'alimente, quand on prend son petit déjeuner, quand on choisit de boire un café ou un thé, etc. On a des choix tout au long de notre journée. Et la question, c'est, dans l'esprit de Mariam, qu'est-ce qui est angoissant dans le fait de la peur de l'échec? Alors, ce qui est intéressant, c'est que Mariam a cité une des 4 ressources, qui est l'argent. On a évoqué les 4 ressources, donc l'énergie, les pensées, le temps et l'argent. Et c'est vrai qu'il y a souvent des enjeux autour de l'argent qui peuvent être liés, effectivement, à la peur de manquer, à la peur de perdre, parce que l'argent, en fait, c'est un flux, c'est juste une incarnation de notre angoisse de mort, de perdre, d'être délaissé, de ne plus être aimé, et donc il faudrait travailler autour de ça. Alors, professeur Gandao, on va réagir autour d'un autre auditeur qui se pose des questions, lui du Bénin. Nestor appelle de Cotonou. Nestor, bonjour. Oui, bonjour, c'est Santé RFI. Bonjour Nestor, on vous écoute. Nestor, on vous entend pas très bien. Allô, Nestor? Oui. On vous entend pas. Bon, Nestor, je vais me permettre de répéter votre propos que vous nous avez expliqué qu'il entreprend des projets, mais que lui aussi il finit par abandonner. Il est artiste et il n'arrive pas à terminer ses albums. Quand il commence un travail, il abandonne rapidement ou alors il procrastine, c'est-à-dire qu'il le remet toujours au lendemain et il abandonne très vite. Professeur Gandao, qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à Nestor? Pour Nestor, je ne sais pas ici peut se rapprocher des collègues parce que ce qui se passe souvent dans ce cas de figure au CNI, c'est qu'on a comme l'impression que l'incapacité donc de se décider, d'entreprendre une action, aller à terme
c'est peut-être dû à des pratiques maléfiques de quelqu'un qui en est jaloux. Alors, s'il est traversé par cette idée, il va s'inhiber et se bloquer. Vous parlez d'esprit maléfique, c'est-à-dire de tradis praticiens? Oui, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui lui a jeté un mauvais sort. Souvent dans la famille, on se dit, voilà, je suis né avec une étoile, et les gens ont constaté que mon étoile doit briller, donc il faut l'éteindre. Et pour pouvoir donc l'empêcher d'évoluer, les parents, les jaloux, etc. Donc on a une idée de persécution très poussée avec une projection sur du malheur sur autrui. Donc il faudrait casser ces idées autour de cette malédiction et de ces tradis praticiens qui cassent le bonheur des Africains. Voilà, il faut forcément qu'il s'enlève cette idée de la tête. Je ne sais pas s'il pratique une religion, qu'il ait confiance en lui-même. Il manque trop de confiance et c'est ce manque-là qui joue, qui l'inhibe totalement, crée le vide. Donc il a comme l'impression qu'il a un destin et il a peur de l'échec. La peur de l'échec ne peut pas permettre d'évoluer. On ne peut pas toujours réussir d'un coup. Il faut qu'il commence, qu'il constate, qu'il réalise de petits progrès sur lesquels il faut accentuer le renforcement pour lui permettre d'évoluer. Donc étape par étape. Merci beaucoup, professeur Gandao, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes professeur de psychiatrie d'adultes à l'université de Parakou, chef du service de psychiatrie du centre hospitalier départemental et universitaire du Borgou. Priorité santé sur RFI. Alors, docteur Guillaume Faux, bien sûr, chaque situation est unique, on vient de le voir, mais on recommande tout de même, et pour tout le monde, de créer un rituel du matin. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. De quoi s'agit-il précisément ? Alors, pour juste revenir sur les témoignages avant de parler du rituel, il est effectivement très intéressant de constater que nous avons tous des croyances limitantes. J'aborde ça dans cette question dans le livre « Je fais de ma vie un grand projet ». Et j'explique surtout, ça c'est rarement fait, comment on fait pour changer ses propres croyances. Parce que moi, personnellement, je pensais que quand on avait des croyances, c'était comme ça, c'était pour la vie, quoi, qu'on croit à ça et c'est comme ça. Et en fait, on peut changer ça. Donc ça, c'est un message important, je pense qu'il faut faire passer à nos auditeurs. Et j'explique concrètement comment on fait pour changer ses croyances. Pour la question du rituel du matin, alors, pourquoi le matin ? C'est parce que le matin, c'est le moment de la journée où on a le plus de ressources. Tout au long de la journée, on va dépenser les ressources qu'on a accumulées pendant la nuit. Donc, il est très important aussi de prendre soin de sa nuit. J'aborde la question dans le livre du sommeil. Bien aussi... se reposer. Exactement. Et donc, il y a des choses aussi concrètes parce que souvent, on fait des erreurs dans le sommeil. Bon, alors, le plus compliqué, c'est quand on a un conjoint qui ronfle. Ça, par contre, ça peut créer des problèmes aussi, des conflits de valeurs. Mais à part ça, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour améliorer la qualité de son sommeil. Donc ça, j'aborde la question dans le livre aussi. Et donc, quand on se lève le matin, c'est là où on a le plus d'énergie, de temps, de pensée, parce qu'on est vierge de toutes les ruminations, de tout ce qui nous pollue toute la journée. Et donc, ce que je propose, c'est pour cette fameuse demi-heure ou voire 7 heures, parce qu'après, moi, j'augmente le rituel à 1 heure, mais pour démarrer, je pense qu'une demi-heure, c'est déjà beaucoup. C'est aussi de prendre conscience de toutes les sources de distractions, ce qu'on appelle les perturbateurs, les distracteurs qu'on a dans la journée. Et donc, ce que je propose, par exemple, c'est de faire une diète médiatique. Alors, je suis désolé, parce qu'on est dans une super émission de radio où on apprend plein de choses hyper inspirantes, donc ça ne marche pas pour les émissions inspirantes, mais par contre, il y a aussi beaucoup d'émissions où, finalement, ça ne nous enseigne pas grand-chose, où c'est plutôt du divertissement, et voilà. Donc, on se concentre sur quoi, alors, finalement ? Alors, du coup, justement, toute cette énergie, ce temps de pensée-là, on le récupère. Et alors, après, qu'est-ce qu'on en fait ? Donc, ce que j'aborde dans le livre, c'est la question, déjà, déterminer sa mission de vie, ça c'est très important. C'est quoi qui a du sens pour nous dans cette vie ? On a tous quelque chose qui nous motive. Et je vois trop de personnes qui me disent, j'y vois rien, je me laisse vivre, je suis le mouvement, il n'y a rien qui a vraiment du sens pour moi. On a tous quelque chose, reconnectons-nous à nos rêves d'enfance, à ce qui nous inspire. Un bon moyen, c'est de trouver ses mentors. Les mentors, c'est les personnes qui nous inspirent, ça peut être dans l'entourage, ça peut être des écrivains, des artistes, des sportifs. Justement, vous parliez d'une dernière étape dans votre livre, qui est, après la préparation physique et mentale, celle de bien s'entourer. Parce que, selon vous, c'est un peu l'entourage qui est capital dans la capacité à changer. En clair, il faut être bien entouré pour changer. Mais alors, comment on fait pour choisir les bonnes personnes, entre guillemets ? Sur quels critères on choisit nos accompagnants dans ce projet ? Alors, on dit qu'on est la moyenne des 7 personnes qu'on fréquente le plus. Alors, ça peut paraître parfois, moi, ce qu'on me dit souvent en consultation, c'est « Ah oui, mais finalement, ça paraît assez égoïste et élitiste. Ça veut dire qu'on s'entoure que de personnes
personnes qui peuvent nous aider, etc. Enfin, c'est un peu intéressé, entre guillemets. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'en fait, c'est un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on monte tous ensemble. Et donc, en fait, on propose aux personnes de monter avec nous et on regarde si les personnes sont prêtes à faire le même chemin que nous. Et après, c'est dans la bienveillance. Et à un moment donné, parfois, c'est compliqué, c'est douloureux de moins voir. Il ne s'agit pas d'arrêter de voir des personnes, mais simplement de choisir qui on voit à quelle fréquence et qu'est-ce qu'on partage quand on se voit. Et d'essayer de changer ça, d'expliquer, de dire par exemple, plutôt que de se voir autour d'un verre en fumant dans un bar, on va se voir en se promenant, en se baladant en pleine nature pour augmenter notre énergie, notre activité physique par exemple. C'est faire des propositions et puis voir les personnes qui sont prêtes à changer. Alors il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas prêtes à changer. Donc il faut qui être avec quelqu'un qui veut changer également. Alors ce qu'il y a de mieux, c'est de trouver un partenaire de changement. Alors ça, c'est quelque chose que je recommande beaucoup. Moi, ça marche beaucoup pour moi. Par exemple, j'ai un ami à qui je rends hommage ici maintenant, avec qui je fais un journal de gratitude. Oui. Et j'espère peut-être qu'un jour, ça donnera un livre, pourquoi pas chez Ferrand, je ne sais pas. Parce que c'est très inspirant, en fait. Pourquoi ? Parce que quand on a un partenaire de gratitude, on se motive l'un l'autre. Quand on a envie d'arrêter, quand on a envie de baisser les bras, quand c'est compliqué, et ben l'autre est là pour dire, moi, je continue, je suis avec toi, on avance sur le même chemin, on avance ensemble. C'est une phrase que j'aime beaucoup. On avance ensemble. Alors, je cite une phrase de votre livre. Pour réussir le changement, il est recommandé de choisir une personne à qui vous allez annoncer vos changements et qui partagera vos succès et vos difficultés. Pour vous, c'était Déborah, il me semble, dans votre livre. Voilà. Seul, c'est impossible, docteur ? Alors, je ne dirais pas que seul, c'est impossible. Je dirais que dans la vie, tout est toujours plus simple quand on est entouré et soutenu. On vit tous ensemble, l'union fait la force. Quand on veut s'en sortir tout seul, c'est possible, mais si on y regarde bien, objectivement, quand on regarde notre parcours, on est souvent rempli de gratitude pour toutes les personnes qui nous ont aidés, qui ont cru en nous, parfois plus que nous-mêmes, comme nos professeurs, des professeurs qui ont pu être inspirants, des entraîneurs, etc., des personnes qui ont cru en nous. C'est ce que vous notez, vous, dans votre livre de gratitude ? Tout à fait, dans le journal de gratitude. Dans le journal de gratitude. Le journal de gratitude, c'est tous les soirs, avant de dormir, je prends entre 10 et 15 minutes pour noter toutes les choses pour lesquelles je rends grâce au cours de la journée. Et ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas que les bonnes choses, c'est pas que les choses qui font plaisir, parce que si on y regarde bien, ce qui nous fait vraiment grandir, c'est les choses qui nous challenge, c'est l'adversité, c'est les choses qui résistent, c'est les choses qui ne se passent pas comme on le souhaiterait, c'est l'indélicatesse aussi parfois. Et ça nous renseigne sur là où on coince, là où on est noué. Et donc en fait, le but de la vie, c'est de nous apprendre à être détendus et à renoncer à tout contrôler. Un dernier mot de la fin, docteur Guillaume Pont. Alors moi, je voudrais dire à toutes les personnes qui nous écoutent que vraiment, tout est possible et c'est quelque chose qui est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté. C'est pas une phrase en l'air comme ça. Vraiment, vous serez surpris de voir tout ce que peut apporter dans votre vie les graines de changement, des choses insoupçonnées, du moment que votre œil est exercé à les percevoir. Tout est une question de croyance et de point de vue. Il faut croire pour voir et non pas voir pour croire. Merci beaucoup, docteur Guillaume Pont, d'avoir éclairé nos auditeurs sur toutes ces questions qui entourent le changement dans nos vies. Je rappelle que vous êtes médecin, psychiatre à Paris et chercheur à la Fondation Fondamentale, auteur du bel ouvrage « Je fais de ma vie un grand projet » aux éditions Flammarion. Merci. Priorité santé sur RFI.